Hello les Clydéens, c'est Jamie. On se retrouve pour un nouvel épisode du Canap de Clyde. Aujourd'hui, on va recevoir une superbe artiste martiniquaise qui fait partie du patrimoine et de notre paysage culturel, Valérie John, qui va nous raconter son histoire, nous conter aussi ses mémoires, parce que c'est ce sur quoi elle travaille. Elle avait une exposition de septembre à décembre à la Fondation Clément et aujourd'hui, elle a le plaisir de nous rejoindre sur le Canap de Clyde. A tout de suite. Alors, Madame John, bienvenue. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi on vous retrouve ici? Alors, Valérie John, effectivement martiniquaise, qui est née à Fort-de-France, qui a vécu toute sa petite enfance, je dirais, sur la presqu'île de la Caravelle, à Trinité. C'est important parce que la Caravelle est située stratégiquement en face d'un espace que je pense on va citer, c'est le Sénégal. Et je crois que ces deux lieux qui se font face ont véritablement été pour moi la ligne à suivre et l'espace à découvrir. Donc voilà. Donc toute une petite enfance entre le Gros Morne, Fort-de-France, Trinité, avec en avantage et en héritage des parents très ouverts à la culture, un père qui s'est beaucoup investi dans le milieu culturel, patrimonial, qui a même ouvert un centre culturel à l'époque qui s'appelait le CECIRA, en lien avec d'autres centres culturels canadiens. D'accord. Et donc toute ma petite enfance, j'ai eu à jouer, à rencontrer, à découvrir des Canadiens qui commençaient à faire les premières fouilles archéologiques à Font-Saint-Jacques. Et je pense que tout ça a en tout cas forgé ce corps, forgé cette mémoire personnelle. Et donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, la mémoire, les mémoires, je dirais, sont véritablement le premier point d'ancrage de ce travail-là. Voilà. Alors, concrètement, Madame John, vous êtes, du coup, vous avez évolué en Martinique, vous avez grandi justement dans un paysage culturel par votre éducation, par vos rencontres, vos différentes rencontres avec votre père notamment, et vous êtes partie ensuite, il me semble, à Paris, dans l'Hexagone. Alors, partie dans l'Hexagone, faire des études, puisqu'à l'époque, je n'ai pas eu la chance, il n'y avait pas le choix. Hein. Si on voulait faire des études d'art, il fallait partir. Alors effectivement, j'avais peut-être la possibilité d'aller au Canada, mais je crois que les musées parisiens m'avaient toujours fascinée en tout cas. D'accord. Je voulais vivre le Louvre, je voulais voir Beaubourg, je voulais humer l'air de Paris, descendre la rue Mouffetard. Ah là oui, avec tous les fromages. Voilà, et puis à côté de la rue Mouffetard, c'était surtout la rue Cardinal Lemoine, la bibliothèque Sainte-Geneviève, le Panthéon, la place de la Sorbonne. Je crois que quand on est jeune enfant et qu'on a envie de vivre, je dirais, l'art et la culture, Paris nous semble être la ville idéale. Donc j'ai eu la chance d'habiter 65 rue du Cardinal Lemoine. C'est votre adresse? C'était mon adresse à Paris. Et la rue Cardinal Lemoine, c'est la rue qui traverse. Alors, il y a Jussieu en contrebas, ce qui signifie Jussieu. De l'autre côté, c'est la rue Mouffetard. En contrebas, Sancier. De l'autre côté, la rue Soufflot, la rue Monge. La rue Monge. Voilà. Okay. Donc, ce carré, en tout cas, découvrir Paris comme ça, je crois que c'est, entre guillemets, l'idéal. C'est le 5e arrondissement? C'est le 5e arrondissement, découvrir Paris. Donc, je savais que je ne voulais pas faire l'école des beaux-arts, mais je voulais allier théorie et pratique. Donc, quand je suis arrivée, j'ai découvert la possibilité de m'inscrire à la Sorbonne en sciences de l'art et en arts plastiques. Donc, pouvoir vraiment combiner les deux. Et ça, c'était pour moi fondamental.
Et puis, je découvrais qu'à la Sorbonne, je pouvais empiler des compétences et des connaissances. Donc, de Paris 1, j'ai compilé aussi à Sorbonne Nouvelle, donc tout ce qui était théâtre et scénographie. À Paris 1, il y avait la possibilité effectivement de faire Michelet, donc l'histoire de l'art. Il y avait la possibilité de côtoyer les ateliers, donc d'avoir une réflexion et une pratique. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, Paris 1, Saint-Charles en particulier, c'était le creuset de l'art contemporain. Vous aviez dans le même espace Michel Journiac, Clancy, Saguet-Palmier, tous ces gens qui écrivaient et construisaient et fabriquaient l'art contemporain. Donc, la Martiniquaise débarquant à Paris, je dirais, déjà entendant le mot contemporain, parce que s'il y a quelque chose qu'il faudrait souligner, c'est que toute la période où j'étais en Martinique, même si je côtoyais des artistes, mais je n'avais jamais fait le parallèle avec le mot contemporain. D'accord. Chose bizarre, parce que je pense que tant qu'on n'a pas entendu le mot et tant qu'on ne l'a pas conçu, voilà, ça ne fait pas sens. Et donc, effectivement, j'ai fait une option art quand j'étais au lycée, une option art facultative à l'époque, parce que j'étais au lycée de Trinité. Et j'ai fait lettres, maths et l'option art, dans l'idée d'aller faire des études en art et en sciences de l'art. J'étais sûrement la dernière personne auquel aurait pensé mon prof d'art, de dessin. Je dis de dessin, parce que c'était quelqu'un de très classique. C'était d'abord un dessinateur et un illustrateur. Donc l'académie. L'académisme, c'est quelqu'un qui avait fait les arts appliqués à Paris. Et pour lui, j'étais l'antithèse de ce qu'il pouvait envisager comme quelqu'un faisant de l'art. Et c'est après que j'ai compris. C'est-à-dire que je lui posais toujours des questions. Quand il me disait de dessiner un arbre, je dessinais son arbre. Et ensuite, je faisais mon arbre à moi. C'est-à-dire que je commençais à me questionner sur l'idée de l'arbre, des racines, du feuillage, tout ce que ça pouvait renvoyer comme métaphore, comme symbolique, etc. Et chaque fois, il me disait, mais bon, je t'ai demandé de faire un arbre. Fais l'arbre. J'ai dit, oui, j'ai fait ton arbre. Mais ça ne me suffit pas. Et du coup, c'est pour ça, en fin de compte, j'ai toujours gardé mon idée de faire de l'art, mais je voulais faire de l'art, mais comprendre le fait artistique et surtout me questionner. À quoi sert l'art? Sinon que se questionner et être inscrit dans une temporalité. C'est-à-dire que je ne sentais pas, quand j'étais en Martinique, cette idée d'une temporalité, une pratique qui est en lien, en adéquation avec un temps. Et donc, à Paris, effectivement, premier cours, je rentre dans le cours de M. Michel Journiac. Et là, je me dis, peut-être que je me suis trompée, c'est pas ça pour moi là, je pense. Je ne pensais pas que c'était ça. Et il sent bien que je ne sais pas ce que c'est, cette pratique-là. Et il me dit, vous pouvez m'attendre à la fin du cours? Je dis, bon, soit qu'il me renvoie de son cours, soit il me dit, vous habitez où? Je dis, j'habite tel où. Il me dit, bon, vous venez à mon atelier. Et son atelier était tout en bas de la rue Mouffetard. Et c'est là que je comprends qu'en fin de compte, les professeurs qui sont là et qui enseignent sont ceux qui font l'art contemporain et l'actualité de l'art. Et je me dis, mais effectivement, les artistes du XXe siècle sont vivants. Oui. Donc, ils sont vivants, ils sont là, ils produisent. C'est dans la temporalité. C'est dans la temporalité. Ouais. Et je découvre, à cette époque, ils travaillaient sur les artefacts de la société judéo-chrétienne. Ah, oui. Et donc, il faisait sa série sur les messes noires, les fameuses messes noires, et surtout son fameux boudin. Son fameux boudin. Donc, effectivement, ça me déroute, ça me questionne. Je me dis, bon, si c'est ça là, je m'enferme surtout à Beaubourg, en bibliothèque, et j'avale de l'art contemporain. C'est-à-dire que je découvre véritablement les pratiques contemporaines, comment ça a évolué, des mots que je ne maîtrisais pas, les appropriations, citations, détournements, performances, assemblage, des mots qui faisaient partie et qui faisaient le fait artistique. Et en même temps, je dis que c'est intéressant parce que
tout de suite, j'ai été obligée de faire un choix et de me positionner. Et tout de suite, d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire, je suis passée de l'effroi, parce que je pense qu'il a senti que dans mon regard, il y avait de l'effroi. Et de l'effroi au questionnement. C'est-à-dire, eh bien, c'est quoi faire de l'art? Qu'est-ce que c'est? Et puis, ce n'est pas la finalité, c'est le processus, le mot process. La démarche artistique, le questionnement, la démarche. Et puis, effectivement, il me dit, moi, je travaille comme ça, mais si tu vas voir le travail de Molnar, c'est autre chose. Si tu vas voir le travail d'Éliane Chiron, c'est encore autre chose. Donc, il faut que tu comprennes qu'il n'y a plus de isme. Il n'y a plus de isme, on ne travaille plus en bande. Chaque artiste développe son projet, son identité. Voilà. Et donc, je sais que je suis à la bonne place, en tout cas. Je sais que je suis à la bonne place. Et il me pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire de la théorie simplement ou tu veux vraiment faire aussi de la pratique? Être dans la fabrique. Je lui dis, être dans la fabrique et interroger le monde de l'art à partir justement de ce geste plasticien, c'est ce qui m'intéresse. Mais il me dit, il faut savoir d'abord qui tu es. Parce que moi, j'ai ce travail autour de ce questionnement de cet espace judéo-chrétien parce que j'ai vécu, j'ai été élevée chez les petites sœurs de ceux-ci, dans les séminaires, j'ai une famille très catholique, etc. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes performances, je prends le rôle de ma mère, le rôle de ma grand-mère, de mon père, je me mets en scène, etc. Ça m'appartient. Parce que dans mon itinéraire et dans mon éducation, ça fait partie de moi. Et il me dit, donc il faut, toi aussi, que tu cherches à savoir qui tu es. Et surtout, je suis sûre qu'en Martinique, il y a des pratiques. Il y a des gens qui sont là, vivants, dans le XXe siècle, qui sont là et qui ont des pratiques, qui remettent en question des choses. Et c'est à ce moment que je me pose des questions. Parce que je me dis, mais c'est vrai, tu veux faire de l'art, mais tu ne t'es jamais véritablement, alors que j'avais des tableaux chez moi. Hein. J'avais des tableaux sur mes murs, mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir. Oui, et puis je les voyais, ces gens-là. Pour moi, c'est des gens que je connais. Donc, quand tu connais la personne, par exemple, quelqu'un comme Victor Anissé, tous les gens du groupe Fromager, puisque c'est des gens que mon père côtoyait, c'est cette génération-là. Donc, c'est ceux qui reviennent dans les années 60, qui commencent à poser des problèmes, qui posent à la fois des problèmes esthétiques, mais des problèmes politiques, donc idéologiques. Donc, ce sont des gens qui se regroupent, qui montent dans les mondes, qui vont faire des expos dans les marchés, chez les gens, qui veulent expliquer aux gens le bien fondé de l'art, etc. Oui, qui décloisonnent et qui se positionnent. Mais moi, je vois ça, je suis petite, pour moi, je ne me pose pas de questions. Ça fait partie de mon... C'est tellement naturel. Voilà. Je ne me suis jamais posé ça comme l'histoire de l'art. Okay. Je ne me suis jamais posé ça comme le fondement d'une esthétique. Et c'est depuis Paris que je me pose cette question-là. Et à ce moment-là, je commence à regarder la Martinique avec acuité, attention. Et je me dis, voilà, il faut véritablement, et il a raison, s'affilier à quelque chose si on veut construire. Oui. Et c'est pour cela qu'il me dit, il faut que tu te nourrisses. Effectivement, tu auras besoin de comprendre les principes de l'art contemporain, tu auras besoin de comprendre tout ce qui constitue le monde. Vous êtes français, mais vous êtes français avec une histoire particulière. Donc c'est cette histoire qui doit te bâtir et c'est cette histoire aussi que tu dois peut-être rejeter si tu veux construire quelque chose d'autre. Donc il faut que tu puisses connaître, comprendre, et puis faire rupture. Il me dit, puisque l'art se construit de rupture en rupture. Et là, je me dis, bon, eh bien ça va, je suis à la bonne place. Maintenant, je n'ai pas encore fait le chemin. Hein. Non, le chemin est à faire. Le chemin est à faire. Là, je suis en première année, il faut aller en deuxième année, en troisième année. Il faut avoir ses UV. À l'époque, c'était des UV. Mais je sais que j'ai besoin de faire du théâtre, de faire de la scénographie. Ça m'a toujours intéressée. Parce que très petite, j'ai fait beaucoup de danse. Quand j'ai eu 14 ans, je voulais partir faire des études de danse contemporaine. Et la seule école qui faisait le lycée, c'était à Nice. Et mes parents m'ont dit, non, à 14 ans, on ne va pas te laisser partir. Donc,
Mais j'ai une question justement. Comment vous arriviez à concevoir le mot contemporain dans la danse et pas dans la pratique esthétique Parce que je crois que dans l'éducation que j'avais à l'école, on ne m'avait jamais employé le mot contemporain. D'accord. Et même les artistes entre eux n'employaient pas le mot contemporain. Mais vous saviez quand même qu'il y avait la danse contemporaine, oui. Il y avait parce que ce sont des gens qui étaient rentrés et qui avaient monté une école de danse contemporaine. Et puis, il y a eu pendant longtemps Roniol qui était là et qui avait commencé à poser et à mettre en... Il avait ses cours et on entendait parler de danse contemporaine. Donc, et puis, il y a eu pendant longtemps des échanges avec les Jamaïcains qui étaient déjà très avancés, en tout cas une réflexion autour de la danse. Si ça se faisait dans la littérature et dans la danse, ça ne se faisait pas, ça ne se divulguait pas comme cela dans l'art. C'est-à-dire que ce qu'on voyait et qui était porté, je dirais, au nu, c'était vraiment des pratiques plus figuratives, qui renvoyaient véritablement à une représentation du paysage martiniquais. C'est sûr que les gens plébiscitaient, en fin de compte. Mais même le travail du groupe Fromager, je dirais, c'était quelque chose de très... presque confidentiel, si on veut. C'est un petit milieu qui côtoyait et puis bon, j'étais jeune, c'est vrai. Peut-être que si j'étais restée en Martinique et que j'avais commencé mes études en Martinique, ça aurait été différent. Voilà. Et du coup, pour vous, c'est quoi? En 5 mots, qu'est-ce que c'est du coup l'art contemporain? Du coup, qui est aussi dans ce cheminement de construction d'identité? Qui est Valérie John? Ou qui elle est? Oui, c'est-à-dire que l'art contemporain, pour moi, c'est véritablement un art qui permet à tout un chacun d'exister en tant qu'individu. Il ne nous demande pas de nous adouber à quelque chose. En tout cas, il nous demande d'être dans une vérité du point de vue du geste et du point de vue du sens. Et c'est ce qui amène la difficulté de compréhension par rapport à l'art contemporain. C'est-à-dire que c'est normal que quelqu'un ait pu dire l'art est mort dans les années 70-80. Pourquoi? Parce qu'effectivement, étant donné qu'il n'y a plus de groupe, il n'y a plus ces fameux ismes. Après le groupe Support Surface, c'est des individualités. Et même dans le groupe Support Surface, des années 70, c'est déjà des individualités. On ne va pas, si on a posé des gens qui se sont retrouvés dans un espace, mais très vite, chacun a tiré son fil, a exprimé ses choix, ses problématiques, ses questionnements. Donc, on n'a plus ce lieu où on va pouvoir faire, je dirais, en créole, on dirait lionnage. Et puis, tu as surtout des critiques qui posent les choses. Tandis que dans l'art contemporain, vous avez effectivement des critiques d'art, mais qui sont obligés de suivre un individu. C'est vraiment un travail de presque de face à face avec, et c'est ça la difficulté avec l'artiste. Et il y a des milliers d'artistes qui éclosent comme ça, et c'est ça la difficulté aussi de comprendre l'art contemporain. Mais je pense que pour nous, l'art contemporain a cet avantage qu'il n'y ait plus question, à mon avis, de centre et de périphérie. C'est-à-dire que si on est dans l'art contemporain, on est chaque fois positionné dans le territoire de l'artiste. Donc, le centre devient le lieu où l'homme ou l'individu fabrique son art. Et pour moi, je trouve que pour nous, par rapport à là où nous nous situons, c'est pour moi la meilleure posture, d'être dans cette posture-là d'art contemporain. Et puis l'art contemporain, c'est l'art du moment, c'est l'art d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette contemporanéité en fait par rapport aux artistes locaux? Je pense que le milieu est obligé de sécréter cette polysémie de pratique. Parce qu'effectivement, chacun doit faire son chemin. Et c'est ça aussi, il faut accepter ça. Si on accepte l'idée qu'il y a une pratique issue d'un temps, d'un lieu, d'un espace géographique particulier, avec une histoire particulière, il faut aussi admettre que chacun crée son sillon. Et c'est pour ça que souvent, je me dis que chacun est à sa juste place et à sa bonne place
Et effectivement, il y a des choses qu'on peut plus aimer que d'autres, par conviction, par trajectoire. Mais je pense que le lieu sécrète les personnes qu'il faut. Donc, et ces personnes-là, chacun a l'univers qui va avec lui et les gens qui le portent. Et c'est pour ça que je me dis, non, il n'y a pas de... Et il pourrait y avoir ici, s'il y avait un vrai travail, plusieurs types de cercles d'art ici. Justement, j'en viens à cette question, c'est peut-être probablement l'avant-dernière question. Qu'est-ce que, si vous aviez l'occasion ou les moyens, que ce soit financiers, économiques, voilà, qui engendrent dans le processus de création, que feriez-vous pour œuvrer, si vous aviez la possibilité, pour justement le milieu de l'art en Martinique? Alors, oh mon Dieu. Déjà, le premier engagement pour moi a été déjà de m'engager dans l'éducation. Parce que je pense que c'est ce qui m'a manqué quand j'étais ici, élève. C'est-à-dire que dès lors que j'ai décidé d'aller faire des études en art, j'ai dit qu'il fallait 2 entrées. L'entrée de la pratique, ça c'est sûr. L'entrée de l'histoire et de l'analyse des œuvres, c'est certain. Mais l'engagement autour de l'éducation. Parce que c'est ça qui va nous permettre, entre guillemets, d'avancer de ce point de vue-là. Deuxièmement, par l'éducation, on va arriver à envisager, ça peut prendre du temps, et en même temps, je trouve qu'on va vite, hein. Là, en Martinique, c'est 50 ans, si on veut. Atelier 45, aujourd'hui. Donc, je trouve qu'on est même allé très vite pour entrer dans le concert du monde par rapport aux pratiques. Et il faut aujourd'hui, ce n'est pas ma génération, je pense. Ma génération, je pense que nous sommes à la place où il faut battre le fer, il faut éduquer. Et je vois que ça commence à porter ses fruits. Quand il y a maintenant à Paris une ancienne élève qui était au François avec moi, que j'ai eu à l'école d'art et qui aujourd'hui a sa galerie, Maëlle, je me dis qu'on a gagné. Enfin, Olivia Breleur. Quand je vois des gens comme Steve Boras, qui sont de la même génération, ce sont des gens qui ont été formés toujours partant du lycée du François, allant à l'école des Beaux-Arts en Martinique et éprouvant ce besoin d'aller se confronter au monde pour toujours être en interaction avec leur lieu. Oui, puisque je trouve ça, qui nous sommes. Et c'est toujours dans ce questionnement-là qu'ils sont. Je me dis qu'on est en train d'avancer et de gagner des choses. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes critiques d'art. Il y a Cyril, celui qui vient d'avoir un prix critique d'art de l'UNESCO, qui est un jeune d'origine martiniquaise. Donc, je trouve qu'on est en train d'avancer. Ce sont des gens qui ont 30 ans, 35 ans, qui n'ont pas encore atteint la quarantaine. Donc, on est véritablement dans quelque chose qui promet et qui est déjà en train de se faire, parce qu'ils existent, ils se positionnent dans le monde. La seule chose que je peux regretter, c'est qu'ils sont obligés de s'exiler totalement pour construire. Ma génération, nous avions fait le choix de dire nous voulons revenir au pays. Même si nous sommes partis très loin pendant longtemps, on a eu ce souci un moment de se dire il faut revenir. Et je me souviens que moi, le déclencheur, ça a été le premier déclencheur quand j'ai entendu dire qu'on ouvrait une école d'art en Martinique. Je me suis dit, il y a quelque chose qui avance. Tu peux pas, c'est pas possible, il faut quand même être là. Et ensuite, de loin, on a toujours l'impression que ça bouillonne. Et puis quand vous venez en vacances, moi j'étais au Sénégal et je venais en vacances, Festival de Fort-de-France, tu as l'impression que c'est ça le quotidien, en fin de compte. Bon. Mais en même temps, il faut jamais regretter. C'est-à-dire que j'avais envie de revenir. Et c'est pour ça que le fait de savoir que je voulais revenir, ce positionnement et cet engagement pour l'éducation me permettait à la fois d'être libre et de continuer ma recherche. Parce que si j'avais décidé de rester en Martinique et de ne faire que de la pratique, je serais bien obligée de construire une pratique qui me permette effectivement d'avoir ma recherche, mais d'être aussi quelque chose qui soit plus vendable. Donc, le choix d'être quand même libre, de continuer mon travail de recherche, de le pousser, de continuer d'être dans les laboratoires de recherche, d'être à l'AICA et tout ça, sachant que j'enseigne.
Et j'ai la chance d'enseigner dans mon domaine et j'enseigne comme je pratique, c'est-à-dire avec la démarche de projet, avec le questionnement, avec donner à chacun la... Voilà, et puis que l'étudiant ou l'élève que j'ai eu il y a très longtemps et les étudiants aujourd'hui, leur donner cette espèce d'obligation d'autonomie et l'obligation de recherche sur eux-mêmes. Et je pense que si ma génération, c'est ça son credo, la génération d'après, c'est une génération qui va se positionner. Et ce qui m'enchante, c'est de voir que j'ai des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la muséographie, qui s'intéressent à la scénographie, qui posent des questions de matérialité, des questions de design. Et ça, je pense que c'est important. Il y a 30 ans de ça, on n'aurait pas... Ce sont des mots qu'on ne convoquait pas en Martinique. Oui, et vous avez des jeunes qui peuvent effectivement sortir de l'île, mais qui peuvent aussi se fonder, se construire ici pour être après au monde. Il faut toujours être dans ce va-et-vient, dans ce rapport à ici et ailleurs. Comme en même temps. C'est Glissant qu'il a voilà. dit, pense avec, peut-être que je me trompe, mais pense avec le monde et agis dans ton lieu. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et souvent, je prends l'exemple de cercle concentrique. Je me dis, nous sommes au milieu, l'individu est au milieu, et il est au centre d'une série de cercles concentriques. Alors effectivement, il y en a qui sont plus près, et puis il y en a qui sont plus loin. Et je crois qu'on est dans cette espèce de va-et-vient et de respiration. Et c'est là que je trouve que la posture contemporaine permet cela. Et c'est en ce sens que je dis qu'il y a, effectivement, je me dis martiniquaise, mais véritablement quelqu'un qui est dans son espace, dans sa temporalité, dans cette espèce de personne contemporaine, qui se remet en question. C'est-à-dire que l'art contemporain, c'est le lieu où on est en doute de manière permanente et on repositionne. On ne refait pas le monde comme on refaisait le monde dans les années 60, non, mais on se replonge en faisant. Parce que dans les années 60, on parlait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler mais agir. Et il faut être force de proposition. Et c'est souvent ce que je réclame. Je me dis, il faut que tu te mettes toi-même en position de doute pour que tu puisses être fiable quand tu t'engages dans l'enseignement. C'est-à-dire que la personne que je suis dans mon atelier nourrit la personne que je suis en tant que professeur ou la personne que je suis en tant que commissaire d'expo, la personne que je suis en tant que quelqu'un qui écrit sur l'art. C'est-à-dire que c'est une entité, ce n'est pas quelqu'un de figé, c'est véritablement chaque espace nourrit l'entité, nourrit l'individu. Et c'est ça. Et c'est ça qui est formidable aujourd'hui, sachant en plus qu'on a ces moyens, ces nouvelles technologies qui nous mènent ici et ailleurs dans la minute. Et c'est ça qui est formidable. Mais je vous remercie beaucoup, en tout cas, Madame John, sur je pense que dans cette dernière phrase, justement, de la pluralité de notre identité, qui nous permettra, à futurs artistes ou futurs écrivains, ou en tout cas artistes au sens large du terme, pouvoir s'exprimer dans son monde, dans son lieu, et pouvoir également probablement aider les autres à se repositionner, en tout cas face à l'autre. J'espère. Madame John, une dernière petite question surprise sortie de nulle part. De nulle part, mon Dieu. Voilà, je ne sais pas. Mon Dieu. Vous la lisez. Quel est votre designer préféré et pourquoi? Oh là 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 là. En quelques mots. Vraiment, c'est pour la petite minute de fin. Un designer qui m'interpelle. Alors, quand je suis arrivée la première fois au Sénégal, j'ai rencontré un designer, c'est Nicolas Cissé. Nicolas Cissé, okay. Je dirais aujourd'hui, c'est le père du design contemporain sénégalais. C'est quelqu'un qui construit des objets hybrides. C'est quelqu'un qui est dans le recyclage, la récupération. Et je crois que c'est quelqu'un qui est en connivence avec moi, ce que j'essaye de faire dans mon travail de plasticienne. J'avais déjà vu un de ses sièges au musée du design de Saint-Étienne. Je l'avais vu comme ça. Et puis quand j'ai rencontré monsieur Nicolas Cissé, je crois que c'était la révélation. Important pour moi. C'est-à-dire voir en chair et en œuvre une personne dont l'objet m'avait interpellée et quelqu'un qui réfléchit sur l'objet, le design, et qui réfléchit à partir de son lieu. Mais il faut voir comment ça s'habille. Alors
Ah non, non, excuse-moi.